Le président de la République, au nom du peuple malien, rend hommage aux victimes de l'attentat du Radisson Blu de Bamako. Les victimes ont été élevées à titre posthume au rang de chevaliers, de commandeurs et d'officiers de l'Ordre national du Mali. On fera le point de cette double cérémonie avec Khadija Toukoune et Abdul Karim Kaba. Forum sur la paix et la réconciliation à Gossi dans le cercle de Gourmararousse, région de Tombouctou. C'était du 20 au 22 novembre dernier. Étaient présents les délégués de la plateforme de la SEMA et des Maliens réfugiés au Burkina Faso ainsi que les populations des localités environnantes. L'actualité, c'est aussi cette grève de 72 heures qu'observent les banques depuis ce matin. Comment la grève est-elle vécue par vous, les clients? La réponse au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Bonsoir à tous. Bonsoir Ibrahim Djondélé. Bonsoir Daniel Traoré. Avec vous donc la lecture du Conseil des ministres tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Tout à fait, Nana Loutraoré, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, au chapitre des mesures législatives, au titre du ministère de l'économie et des finances. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 06-067 du 29 décembre 2006 portant Code général des impôts. L'impôt sur le traitement et salaire ITS est applicable à toutes les sommes payées dans l'année aux salariés par les employeurs publics et privés directement ou par l'entremise d'un tiers en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il s'agit notamment des sommes payées à titre de traitement, indemnités, émoluments, commissions, participations, primes, gratifications, gages, pourboires et autres rétributions, quelle qu'en soit la dénomination et la forme. Le présent projet de loi modifie les articles 9 et 10 du Code général des impôts relatifs aux taux applicables aux revenus imposables à l'impôt sur les traitements et salaires. Il fixe le mode de prélèvement de l'impôt sur les traitements et salaires suivant un taux qui varie de 0% à 37% en fonction des tranches de revenus. Il est réduit de 8% à compter du 1er juin 2015 l'impôt sur les traitements et salaires. Il prend en compte l'exonération du nouveau salaire interprofessionnel garanti SMIC. L'adoption de ces modifications entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord conclu le 28 octobre 2014 entre le gouvernement, le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée relèvent du statut général des fonctionnaires et sont régis par un statut particulier fixé par un décret du 6 août 2003. Après une décennie de mise en œuvre de ces statuts, il est apparu qu'en exécutant le service public pénitentiaire, les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée assurent des missions des forces de sécurité. Il en résulte que les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée sont une composante des forces de sécurité et de ce fait devraient relever d'un statut différent du statut général des fonctionnaires. Le présent projet de loi qui est proposé conformément aux dispositions de la Constitution permet de les doter d'un statut qui prend en compte leurs spécificités. Il définit notamment les missions, la structuration des corps, les obligations, les droits, les garanties, les organes consultatifs, les conditions générales de recrutement, les positions, les règles de notation et d'avancement. Il détermine également les récompenses, les sanctions disciplinaires, les modes de rémunération et d'octroi des avantages, la sécurité sociale ainsi que les règles de cessation définitive de service. L'adoption du présent projet de loi permettra de créer pour les fonctionnaires des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée un cadre de travail approprié pour l'accomplissement de leur mission. Elle permettra également de concrétiser l'engagement pris par le gouvernement dans le cadre du protocole d'accord du 30 décembre 2014 conclu entre le gouvernement et les syndicats. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de l'économie et des finances et sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant répartition des produits des amendes, confiscation, pénalités, frais de poursuite et de primes sur les recettes budgétaires. Une prime d'intéressement sur les produits des amendes, confiscation, pénalités, frais de poursuite et une prime sur les recettes budgétaires de l'exercice clos sont accordées aux agents des services des douanes, des impôts, du trésor, des domaines et du cadastre, du commerce et de la concurrence par un décret du 3 juin 2002. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, l'application de ce décret a révélé des insuffisances. Ces insuffisances sont dues à un certain nombre de facteurs tels que la détérioration des parts individuelles perçues à cause de l'évolution des effectifs des structures de recettes, de l'accroissement du volume des activités, de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents de ces services. À ces facteurs s'ajoute l'apparition de nouvelles menaces que vivent les agents des services d'assiette et de recouvrement. Le présent projet de décret vise à corriger ces insuffisances par l'amélioration de la prime d'intéressement accordée aux agents des services des douanes, des impôts, du trésor, des domaines et du cadastre, du commerce et de la concurrence sur les produits, des amendes, confiscation, pénalités, frais de poursuite et de la prime sur les recettes budgétaires de l'exercice clos. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. En application des dispositions pertinentes de la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille, la nationalité malienne par voie de naturalisation est accordée à Madame Ludmila Retska, née le 12 juin 1943 à Nijni Tagil, de Ivan Retska et de Valentina Boyko, technicienne de sidérurgie domiciliée à Bako-Dikouroni, Issa Bamako. La requérante remplit toutes les conditions d'acquisition de la nationalité malienne prescrites aux articles 238 et 242 du Code des personnes et de la famille. Au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2015-249 du 9 avril 2015 fixant les avantages accordés aux membres du secrétariat général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Le présent projet de décret modifie le décret numéro 2015-249 du 9 avril 2015 fixant les avantages accordés aux membres du secrétariat général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation en vue d'accorder des indemnités complémentaires de logement aux commissaires de la CVJR. Il contribue à l'amélioration des conditions de travail des commissaires de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. 2. Un projet de décret fixant les avantages accordés au secrétaire général adjoint, au chargé des missions et au personnel d'appui du secrétariat général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Le secrétariat général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui a pour mission d'assister le président de la Commission dans la gestion administrative et financière, comprend un secrétaire général, un secrétaire adjoint, des chargés des missions et le personnel d'appui. Le décret numéro 2015-249 RM du 9 avril 2015, qui fixe les avantages accordé au président, au vice-président, au commissaire ou au secrétaire général, ne prend pas en compte le secrétaire adjoint, les chargés de mission et le personnel d'appui. Le présent projet de décret est adopté pour combler ce vide. Il accorde au secrétaire général adjoint, aux chargés de mission et au personnel d'appui du secrétariat général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation une indemnité spéciale, des indemnités complémentaires de téléphone. Il accorde également au secrétaire général adjoint des indemnités complémentaires de logement. Au chapitre des communications, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la situation sécuritaire du pays et à l'évolution des enquêtes sur l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu. Voilà, ce sera tout pour ce communiqué. Nana Alou Traoré et bonne suite.
Merci Ibrahima Diombélé. Nous allons rester avec le président de la République qui a, au nom du peuple malien, rendu un dernier vibrant hommage aux 5 victimes maliennes de l'attentat de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Ibrahim Boubacar Keïta a élevé ces victimes innocentes à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national. Khadija Toukoune, reportage. Elles sont 5 victimes maliennes de l'attentat du 20 novembre à l'hôtel Radisson. 3 du personnel de l'hôtel, Madame Dambélé Awa, Hassana Tapili et Abdoulaye Koné, et 2 de la sécurité, Moussa Konaté et Abdoulaye Magasouba. C'est ce mercredi après-midi que le peuple malien leur a rendu un dernier hommage. Parents, amis, collègues et surtout les autorités, le président de la République, le Premier ministre, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités étaient tous présents. Des présences qui ont énormément touché le propriétaire de l'hôtel Radisson. Excellence, Monsieur le Président de la République, pendant cette épreuve, vous avez, en père de la nation, été à nos côtés, à côté de votre peuple et de toutes ces familles endeuillées et meurtriées des attaques du Radisson. J'ai décidé le maintien de ces 3 employés décédés à leur verser leur salaire comme s'ils sont présents dans l'entreprise jusqu'à la maturité de leurs enfants. Le travail accompli par les victimes a été salué par leurs collègues. Madame Dambélé Awa, ses collaborateurs comme nous retenons d'elle une femme courageuse, Abdoulaye Koné. Au fil des années, à travers son courage, son engagement personnel, il a grimpé les échelons pour devenir chef de parti tournant. Dors en paix bleu, comme tes collègues aiment le dire à tout instant. Monsieur Hassana Tapili, il a été toujours retenu comme un employé qui a toujours le sourire aux lèvres. Et avoir le sourire aux lèvres fait partie d'une de nos valeurs phares qui est le Yes-Aiken. Dors en paix, chers amis, vous resterez gravés dans nos cœurs. J'étais très efficace, très gentil, courageux, franchement. Je viens de le perdre 2 de nos meilleurs éléments. Franchement parler, ce que Dieu a fait est acceptable. J'étais vraiment courageux, souriant tout au long de leur carrière. Le président de la République, devant les corps des victimes, était très affecté. Il a prié pour le repos de leur âme. Les leaders religieux présents à cette cérémonie ont condamné cet acte barbare des terroristes. C'est ce message que j'ai pour l'ensemble de la communauté musulmane et de faire beaucoup attention de ne pas confondre ce que on dit souvent, vitesse et précipitation. J'allais dire tout simplement les dérives, les déviationnistes à travers leurs actes atroces. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a décoré à titre posthume les 5 victimes au rang de chevalier de l'ordre national. Elles reposent désormais au cimetière d'Amdalaï. Ils sont aussi victimes de la barbarie des terroristes du Radisson Blu. Ce sont 3 Chinois qui ont été élevés à titre posthume commandeur de l'ordre national du Mali et officier de l'ordre national du Mali. Geste hautement symbolique effectué par le chef de l'État pour honorer leur mémoire et montrer notre attachement au pays frère et ami qu'est la Chine. Faisons le point avec Abdul Karim Kaba. Les 3 victimes chinoises étaient respectivement directeur général de la société CRCC International, vice-directeur et le directeur pour Afrique de la même société. Ils étaient au Mali dans le cadre de la relance des travaux du chemin de fer entre le Mali et le Sénégal. Ces 3 partenaires chinois de la compagnie Chinois Airways Construction Corporation étaient arrivés jeudi 19 novembre 2015 de Dakar, c'est-à-dire la veille du jour fatidique, pour une réunion de validation du protocole quadripartite entre le Mali, le Sénégal, Eximbank et CRCC relatif à la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako. Ce voyage après l'étape de Dakar était motivé par leur désir de faire avancer dans l'intérêt de notre pays le dossier du chemin de fer Dakar-Bamako aux fins de signature lors du sommet Afrique-Chine de Johannesburg prévu pour la première semaine du mois de décembre.
Ils étaient des élites dans la réalisation du chemin de fer en Chine. Ils sont décorés à titre posthume par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Chou Tanchan, directeur général du groupe CACC International, au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur président national du Mali. Monsieur Wang Zhushang, directeur adjoint du groupe CACC, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali pour avoir servi la Chine et le Mali. Monsieur Shang Souhuen, directeur de la filière Ouest Africa, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali pour avoir servi la Chine et le Mali, l'amitié entre les peuples chinois et maliens. Le chef de l'État, dans le livre de condoléances, n'a pas manqué de saluer la mémoire des victimes et de présenter ses sincères condoléances aux parents des victimes et au peuple chinois. Chers amis, chers camarades chinois, vous êtes tombés lâchement fauchés par des balles traîtresses, inattendues, alors même que vous vous apprêtiez à apporter une pierre nouvelle, une très belle pierre, de celles qui nous ont fait tant aimer et respecter votre grand et glorieux peuple. Une pierre de taille pour permettre au peuple frère malien et sénégalais de communiquer pour le plus grand bonheur de leurs peuples respectifs. Dormez en paix, serviteurs intrépides de l'humanité. Votre mort même était un glorieux triomphe contre les forces obscures du mal. Vive la coopération sino-malienne que vous avez servi de toutes vos forces jusqu'à l'ultime sacrifice. Merci et condoléances émues et attristées à toi, Chine, grande Chine, éternel ami du Mali. La partie chinoise qui condamne ces actes lâches et barbares et réaffirme son soutien au Mali. C'est pourquoi les travaux ne seront ni suspendus ni arrêtés pour montrer que le terrorisme ne vaincra pas. Au chapitre des messages étrangers par rapport à l'attentat du Radisson Blu, des messages qui nous viennent des amis des pays, amis et frères. Le Mali a reçu les messages de soutien et de condoléances du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de l'ancien gouverneur de la BCEAO et ancien premier ministre Charles Konabani, du Front populaire ivoirien FPI, de la présidente de la République du Libéria, du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, du Royaume de Jordanie, du président de la République italienne, du président de la République de Pologne, du président de la République démocratique et populaire d'Algérie, du président de la République du Sénégal, du président de la République arabe d'Égypte et du président de la République de Guinée-Conakry. Tous sensibles à cette tragédie qui a frappé notre pays. Ils condamne avec fermeté ces actes terroristes ignobles que rien ne saurait justifier et qui portent gravement atteinte à la quiétude du peuple malien. Ils présentent par la même occasion leurs condoléances aux familles endeuillées. Les communautés catholiques et protestantes condamnent avec vigueur l'attentat contre le Radisson Blu de Bamako. Ils encouragent le gouvernement à prendre les mesures idoines pour faire du Mali un havre de paix et de sécurité. La déclaration conjointe est livrée par l'archevêque de Bamako, avec à ses côtés le révérend Dr Youssouf Dambélé, délégué général de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali. L'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, est au micro de Moïse Traoré. C'est avec une profonde douleur et indignation que les communautés catholiques et protestantes du Mali ont appris les attaques terroristes contre Radisson Blu Hotel de Bamako le vendredi 20 novembre 2015. Les communautés catholiques et protestantes du Mali dénoncent et condamnent avec les dernières rigueurs ces actes criminels injustifiables accomplis au nom de Dieu qui viennent violer l'hospitalité légendaire de notre nation et qui violent surtout le commandement de Dieu qui nous prescrit: tu ne tueras pas. La vie humaine est sacrée
créé à l'image de Dieu, personne n'a le droit ni de sauter sa propre vie, ni d'attenter à la vie de l'autre. Les communautés catholiques et protestantes prient le Seigneur pour la consolation des cœurs de tous ceux qui sont endeuillés par cette situation. Ces mêmes communautés catholiques et protestantes prient pour un prompt rétablissement des blessés et une guérison totale de tous les traumatisés. Les communautés catholiques et protestantes soutiennent les autorités maliennes et leurs partenaires dans leur lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Elles encouragent le gouvernement à prendre des mesures sécuritaires idoines pour faire du Mali un havre de paix et de sécurité. Elles félicitent les forces armées et leurs partenaires pour leur engagement, leur bravoure et leur courage, surtout l'esprit de sacrifice qui les anime en ce moment où les différentes sorties mettent leur vie en danger. Mourir au service de la nation et mourir dignement. Kato faso Kongola, Oyetole Itokola. Les communautés catholiques et protestantes continuent à prier pour la conversion des cœurs dans une fraternité retrouvée et honorée par tous. Et ils prient surtout pour les auteurs, également pour ceux qui incitent ces auteurs de ces crimes odieux, afin que le Seigneur touche leur cœur et leur donne un cœur de chair au lieu de continuer à maintenir en eux un cœur de pierre. Voilà la déclaration des communautés catholiques et protestantes, lue ici par l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo. L'hôtel Radisson Blu de Bamako sera entièrement rénové et rouvert à la clientèle dans les meilleurs délais. La déclaration vient de Wolfgang Newman, le président du groupe hôtelier et résideur auquel appartient l'hôtel. Il a rencontré la presse hier après-midi, à qui il a exprimé son désarroi. Touré, les détails. Face à la presse, le président du groupe Résidor a affirmé avoir rencontré les employés de l'hôtel Radisson Blu. Wolfgang Newman, qui avait à ses côtés le propriétaire de l'hôtel, M. Sessekome, dit avoir rassuré les employeurs de la détermination de la direction de la chaîne hôtelière à assurer la prise en charge psychologique des travailleurs et de leurs familles, à garder l'ensemble du personnel et surtout à assurer les salaires pendant toute la durée du chômage technique. Je tiens à remercier M. le Président Keïta et son gouvernement, ainsi que tous les services de police et de sécurité qui nous ont donné un soutien extraordinaire depuis vendredi. Les membres du personnel sont tristes, ils sont choqués, ils sont en colère. Nous avons perdu 3 membres de notre personnel, ainsi que 2 membres de nos services de sécurité. Nous partageons le douleur avec ces familles. Et maintenant, tous les efforts et toute notre énergie ici à Bamako, avec notre propriétaire, avec nos personnels, va s'orienter de rouvrir cet hôtel le plus vite possible. Nous allons faire face ensemble à cette situation et les terroristes ne gagneront pas. Quant à l'évaluation matérielle et financière du sinistre, elle n'est pas d'actualité, dira le propriétaire, face à la gravité de la situation. Devant la barbarie, avec 22 morts, on ne parle pas d'évaluation de dégâts matériels. Le matériel, ça c'est autre chose. Et les gens qui ont perdu leur vie, pour nous c'est une grande perte. La vie de l'homme appartient à Dieu. Rappelons que l'hôtel emploie environ 250 personnes. Notez également que Wolfgang Newman a également rencontré les familles des victimes à qui il a promis des dédommagements et des soins adéquats. Je vous invite à présent à faire un tour au niveau des restaurants de la place de l'aéroport international de Bamako-Sinou, des hôtels et de la cité administrative. Je vous signale qu'à ces endroits très stratégiques de la capitale, des mesures exceptionnelles ont été prises pour la sécurisation des biens et des hommes. Et c'est Alpha Meiga qui nous amène voir si la décision est bien accueillie par les citoyens. Le soleil est au zénith. C'est l'heure pratiquement du déjeuner. En face de nous, un jeune qui arrive dans un restaurant de la place à l'ACI en Hamdallaï 2000. On m'a fouillé,
On m'a dit de faire sortir ce qui est dans ma poche. Je fais sortir. On m'a laissé partir. Je suis très content d'être fait, c'est normal. Ce sont là les consignes données partout. Elles s'appliquent à tout citoyen sur l'ensemble du territoire national. C'est pas l'habitude, quoi. On ne voit pas ça tout le temps. Comme on le dit, personne n'est au-dessus de la loi. J'ai enlevé ma montre. J'ai déposé ma montre, mes clés, et voilà, mes téléphones. Voilà. La première des choses, c'est ce qui soit à l'œil. Vous avez vu les dispositions déjà. Plus de véhicules, les véhicules sont dehors. Et la fouille, comme vous l'avez dit, si les Maliens n'acceptent pas la fouille, je dirais que c'est une erreur nationale. Il va falloir corriger, sensibiliser les gens. C'est pour eux-mêmes. Aéroport international de Bamako-Senu, nous y sommes. Elles sont là, les forces de sécurité. Quelques éléments ont la mine très serrée. Fouillez, ne laissez ni le recoin des véhicules ou leurs mains. Leur regard ne passe. C'est l'exercice auquel ils se livrent pendant toute leur garde. Je suis fouillé parce que ça c'est pour notre propre sécurité. Il revient aux usagers maintenant, en venant à l'aéroport, de prendre ça dans leur temps de passement afin qu'ils ne soient pas retardés par rapport à leur vol. On demande au-delà de cela aux usagers de se soumettre à ces mesures de contrôle qui sont faites pour eux-mêmes. Au même moment, la direction générale de la police réunissait autour d'elle l'ensemble des hôteliers de Bamako. Cela dans le but d'échanger et informer les uns et les autres sur la sécurisation des hébergements de la ville. Toujours au chapitre des messages en rapport avec l'attentat du Radisson Blu. Ce soir, nous avons reçu ces messages. Le collectif pour le renouveau du peuple et la lutte contre la délinquance juvénile, l'Alliance pour le développement économique et social, Assistance 2000 Mali, l'Association des femmes de la Poste, la Fédération des communautés africaines au Mali, le Conseil national de la communauté Bella, l'Association pour la santé, l'éducation et l'environnement, l'Union des ulémas d'Afrique, le parti Alliance pour la promotion et le développement du Mali, le Conseil national des ordres professionnels du Mali, l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur condamne avec la dernière rigueur l'attentat du Radisson Blu de Bamako, salue la bravoure de nos forces de sécurité ainsi que des forces étrangères, exhorte tout le peuple malien de rester fort et vigilant, invite le gouvernement à poursuivre ses efforts de redynamisation de nos forces de défense, présente leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes, souhaite prompt rétablissement aux blessés. Vous le savez déjà, le ministre de la Réconciliation nationale vous en parlait hier soir dans notre édition de 20h. Il s'agit du forum sur la paix et la réconciliation tenu à Gossi dans le cercle de Gourmaraous, région de Tombouctou du 20 au 22 novembre dernier. Les populations ont marqué leur adhésion à la paix à travers leur présence massive à cette rencontre pendant laquelle les échanges ont été exclusivement axés sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Les délégués de la plateforme de la CEMA et des Maliens réfugiés au Burkina Faso ont réussi l'éclat de la rencontre par leur présence, nous signalent nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Abdraman Douka Traoré. Ce forum de Gossi a été celui de toutes les attentes. Au-delà de la mobilisation des communautés elles-mêmes au nom de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble, il a enregistré une forte participation des populations maliennes réfugiées au Burkina Faso. On commence à compter vraiment que la paix retourne au niveau du Mali. Donc maintenant, quand la délégation vient, on va les accueillir. Comment nous faire retourner au niveau du Mali? Des retrouvailles qui ont honoré tous les gouvernements. Il va falloir que les populations de toutes les contrées au Nord Mali s'approprient réellement l'accord. Et c'est de cet exercice qu'il s'agit depuis Anefif jusqu'ici à Gossi. Et qu'elles suivent réellement la mise en œuvre de cet accord qui est avant tout un accord pour les populations. Un accord dans lequel les populations ont une place de choix. Elles ont pratiquement le pouvoir avec la nouvelle configuration de l'administration. Ce genre de rencontre a le mérite de réunir presque tout le monde, beaucoup de gens de beaucoup d'horizons
qui ont mis un temps à se voir, soit pour raison de distance, soit pour raison d'autres problèmes entre eux. Mais ce genre de rencontre aussi a toujours eu le mérite de résoudre à lui seul 70% des problèmes liés au manque de communication entre les communautés et toujours oblige les uns et les autres à aller vers le pardon, à aller vers la réconciliation. Ce forum centré autour de la paix et de la réconciliation nationale a été l'occasion pour les populations de marquer leur adhésion à la paix. La MINUSMA suit avec une grande attention ces rencontres inter- et intracommunautaires et reste disposée à les appuyer et à soutenir toute initiative tendant à renforcer le dialogue entre les diverses couches de la société malienne. Aujourd'hui, ce forum vient concrétiser le courage et la bravoure dont vous avez su faire montre dans les situations les plus complexes et les plus difficiles. Changer d'anse du terroir qui alterne avec habitats et décors traditionnels nomades, parades de chameaux, populations enthousiastes ont été les temps forts de cette rencontre intercommunautaire de Gossi. Aussi, durant ces jours de forum, nous aurons à échanger d'expériences en matière de processus de paix, de réconciliation, surtout à la recherche d'idées dont la mise en œuvre permettra d'asseoir une paix définitive dans le gouvernement. Pour tout dire, sédentaires et nomades se sont retrouvés pour se pardonner et ouvrir de nouvelles pages de leur vie commune, axées sur des stratégies qui doivent aboutir au développement inclusif de la localité. Des besoins de développement local ont été exprimés par les autorités locales. Je trahirais ma conscience si je ne vous transmettais pas les préoccupations prioritaires de mes populations, à savoir l'électrification de la ville de Gossi, l'addiction d'eau de Gossi, la couverture de la commune rurale de Gossi en télécommunication, la réhabilitation de la station RTM de Gossi, le désenclavement de la commune pour la réalisation du pont de Kaïgourou. Le président de la République, Al-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta, le premier ministre, son Excellence Modibo Keïta, qui vont changer de vous donner le message suivant. Que le Mali ne vous oublie pas. Le fait qu'un ministre de la République à ma personne vienne ici à Gossi et récemment d'autres aussi qui sont déplacés dans les régions, ceci veut dire tout simplement que le Mali n'oublie pas ses fils et que le gouvernement est à pied d'œuvre pour que la paix et la réconciliation nationale soient des réalités effectives sur l'ensemble du territoire national du Mali. Quant au ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sid Mohamed, il a rassuré les communautés du soutien total de l'État. Il les a invités à persévérer dans la culture de la paix et du vivre ensemble. La commission Vérité, Justice et Réconciliation vient de séjourner à Gao. Prise de contact avec la population et la présentation du bureau et ses missions étaient au menu de cette visite, occasion pour la commission de s'imprégner des problèmes et préoccupations qui retardent le processus de la paix. De Gao, la correspondance de Aliou Idrissa Maïga. La mission de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est d'établir la vérité sur les violences des droits de l'homme ou encore faire la lumière sur des événements historiques déterminants en vue de contribuer à la réconciliation et au renforcement du processus de paix. En effectuant cette mission à Gao, les membres de cette commission ont bien voulu se présenter et prendre contact avec la population. L'objet de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est d'abord pour nous présenter à vous, pour présenter notre mandat, pour vous présenter dans les grandes lignes comment nous comptons remplir ce mandat-là, comment nous comptons nous organiser pour mettre en œuvre ce mandat, mais surtout pour recueillir vos propres points de vue, vos réactions, vos propositions dans la conduite de ce mandat que nous voulons
mettre en œuvre de manière très inclusive. Pour les participants, cette rencontre avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation est d'une très grande utilité. C'est la raison pour laquelle certaines préoccupations ont été évoquées. Je ne peux que souhaiter à la commission un plein succès. Donc j'étais très content de prendre part. J'ai écouté les uns et les autres. Tous ont évoqué la nécessité de nous réconcilier autour d'abord de la justice et de la vérité, parce que toute paix qui est tissée sur parfois des mensonges ou une injustice, vraiment on n'aura pas une grande espérance de vie. Aujourd'hui, à mon sens, c'est un grand jour. Un jour qui marque encore une fois de plus notre détermination, notamment celle des plus hautes autorités de notre pays, de prouver que nous sommes en phase de l'application de l'accord de paix et de réconciliation. Parce que comme vous le savez, la commission justice et réconciliation est un instrument de réconciliation qui va aussi se mettre en œuvre pour pouvoir amener cette quiétude que dont notre peuple a besoin après tant de preuves que nous avons vécues. À la fin de la cérémonie, des bénédictions ont été faites pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Notez que le ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdrahmane Sylla, s'est rendu en République islamique de Mauritanie du 18 au 23 novembre dernier. Il était porteur d'un message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Le ministre Sylla a profité de son séjour pour rencontrer son homologue mauritanien, Madame Khadijatou Barek Fall. Les deux personnalités ont fait le point des relations entre le Mali et la Mauritanie. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, ils se sont engagés à œuvrer auprès de leurs gouvernements respectifs pour une tenue rapide de la grande commission mixte Mali-Mauritanie. Notez également que le ministre Sylla a aussi rencontré la communauté malienne de Nouakchott. Et nous avons ce taux de communiqué le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que dans le cadre de la session budgétaire en cours, une séance plénière se tiendra demain, jeudi 26 novembre 2015 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour, adoption de procès verbal de questions orables de l'honorable Karim Keïta, député élu en commune 2 du district de Bamako, adressé au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 3. Délibérations sur des projets et propositions de loi. 4. Adoption de résolutions. 5. Création de réseaux de groupes d'amitié. 6. Communication. Les travaux débuteront à partir de 14h précises dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. L'actualité, c'est la grève de 72 heures qu'observent les banques depuis ce matin. Elles protestent contre une décision de justice qui inculpe injustement, selon le syndicat des travailleurs de banque. Si rien n'est fait, le syndicat compte reconduire la grève. Il dit rester ouvert au dialogue, suivant les explications de Boubacar Sissoko. Selon les syndicalistes, la grève ne se fait pas de gaieté de cœur. Il fallait en user pour se faire entendre. Cette grève de 72 heures de travailleurs des banques de la place fait suite à la non-satisfaction des revendications formulées pour leur sécurisation au plan judiciaire. Le syndicat des banques, établissements financiers, compagnies d'assurance et commerce estime qu'un de ses membres a été injustement inculpé par la justice pour une faute qu'il n'aurait pas commise. Voilà entre autres raisons de la grève. C'est un de nos camarades de la BICIM qui est responsable des opérations de caisse, qui, en respect de la réglementation des chèques, a autorisé des paiements. Donc, à la suite de cela, c'était avec un commerçant qui est connu sur la place. Il est allé entreprendre un juge d'instruction et ils ont emprisonné notre camarade. Nous, on a dit, nous sommes des banquiers, notre instrument de travail, c'est la loi sur les instruments de paiement. N'importe qui d'entre nous, à la place du camarade Boré, allait faire comme il l'a fait. Donc s'il se retrouve en prison pour cette raison, ça veut dire que nous sommes tous en prison. Au moment de notre passage dans certaines banques, tout est fermé.
sauf les guichets automatiques. Je lance cet appel à l'endroit des banquiers pour qu'ils puissent trouver une solution rapidement à ces problèmes, parce que ce genre de problème, ça met le pays en recul. La grève n'est pas dirigée contre le patronat. Ce sont les banques et leurs clients qui en subissent les conséquences. À l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, on estime que les effets de la grève sont incalculables pour notre économie. Cette grève n'est pas tournée contre le patronat des banques. Cette grève fait suite à des décisions de justice. Et c'est pourquoi j'ai précisé 2 principes. Le premier principe, c'est que l'indépendance de la justice, la souveraineté de la justice est consacrée par la Constitution de la République du Mali. Donc personne ne peut remettre en cause les décisions de justice et les décisions de justice doivent être appliquées à 122%. Ça, il faut que ça soit très clair pour tout le monde. L'intégralité de l'application des décisions de justice s'impose à tous parce que personne n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est un principe que nous avons posé. Le deuxième principe que nous avons posé au niveau de l'APB, c'est de dire que le droit de grève aussi est un droit universellement reconnu aux travailleurs. Si les gens veulent faire valoir leurs droits au moment des grèves, ils vont en grève. Donc, face à ces 2 principes, nous avons posé une 3e voie. Nous avons proposé une 3e voie au syndicat qui était la voie de la concertation, du dialogue, de l'échange et de la recherche du compromis. Les syndicalistes indiquent que la porte reste ouverte à la négociation et au compromis. Voilà, jusqu'aux dernières nouvelles, la grève continue jusqu'à nouvel ordre. Puis on a ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, convie en réunion le vendredi 27 novembre 2015 dans la salle de conférence de la Direction nationale de l'administration de la justice à Banakabougou les chefs de juridiction et de parquet de 9h à 11h. Procureurs généraux et procureurs de la République, de 15h à 17h, premier président des cours d'appel, président des tribunaux, président des chambres d'accusation, président des tribunaux administratifs et commissaire du gouvernement. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Un atelier de validation du rapport de synthèse sur la mise en œuvre du contrat d'amodiation d'air protégé de forêt classée des cercles de Bougounier et de Nianfolila s'est tenu à Bamako. Le compte rendu avec nous, Sissoko. L'ONG TONUS, à travers la coalition RRI, Initiative des droits et ressources au Mali, a mené en 2014 une étude de terrain sur la mise en œuvre du contrat de gestion des forêts de Bougouni et Yanfoïla. Il s'agit de partager les résultats de cette étude avec les acteurs concernés en vue de leur validation. L'État malien a confié la gestion d'un complexe d'aires et de forêts protégées, notamment le complexe de Bougouni-Yanfoïla, à un particulier, l'entreprise AID SA, en lui donnant la latitude d'aménager et d'exploiter les produits issus de ces aménagements. On a dormi dans les villages pour écouter les communautés, à savoir comment est-ce que le contrat se déroule, quelles sont les contraintes qui se posent aux communautés par rapport à la mise en œuvre de ces contrats-là. On a écouté l'administration locale à travers les sous-préfets des 2 localités concernées. On a écouté les services décentralisés de l'État à travers les cantonnements des eaux et forêts. On a écouté beaucoup d'élus. Donc, ce rapport n'est pas un fruit du travail de l'ONG Le Tunis, mais c'est un fruit d'un travail collectif. La présente rencontre est un cadre d'échange sur les conclusions de ces études. Cet atelier, nous l'espérons, permettrait de dégager des recommandations à l'intention des décideurs en charge de la gestion des ressources naturelles au Mali. La gouvernance des ressources naturelles demeure un enjeu majeur au Mali, dû à la faible mise en œuvre des réformes. Cette situation empêche les communautés locales d'exercer leur droit de contrôle et d'accéder à ces ressources. Les collectivités que nous sommes, nous avons l'ardente obligation de concilier les attentes des communautés avec les orientations de l'État en contribuant à la définition des politiques publiques. Cette journée de travail regroupe une centaine de participants composés d'élus locaux, de députés, de préfets des cercles concernés, de conseillers nationaux ainsi que de représentants d'ONG partenaires. Le Haut Conseil des collectivités a organisé une journée de plaidoyer pour la mise en exécution effective de la loi foncière agricole. Mariam Sagara pour les détails.
La gestion du foncier est une préoccupation capitale pour le Haut Conseil des collectivités. C'est ainsi qu'un atelier a été organisé pour partager des résultats d'analyse sur le projet de la loi foncière agricole et aussi pour faciliter l'opérationnalisation des commissions locales et communales. Depuis la loi d'orientation agricole en 2006, la mise en œuvre de cette loi est confrontée à d'énormes difficultés. Et dans cette loi, il est créé des commissions foncières locales et communales. Mais les bénéficiaires peinent à s'approprier du contenu de la loi d'orientation agricole et de certains de ses textes d'application. À l'évidence, la gestion du foncier est une problématique qu'il importe de cerner dans tous ses aspects, à l'effet de circonscrire tous les conflits qui s'y attachent, tant il est vrai que la terre est devenue une denrée rare en milieu urbain et rural. Ainsi, les conséquences fâcheuses sont perceptibles sur les terroirs, les écosystèmes, les identités communautaires et la souveraineté alimentaire, voire nationale, est fortement menacée. Dans cette vaste campagne de plaidoyer, le Haut Conseil de collectivité jouera sa partition pour s'approprier la synthèse des analyses faites par le réseau. Pour la mise en place effective du projet et la sécurisation foncière agricole au Mali, des organisations internationales participent à toutes les actions prises par les décideurs. Il s'agit de l'ONG Helvetas, Swiss Intercooperation, SVN, Aide de l'Église norvégienne et Diaconia. La 6e édition du e-Festival se tiendra du 23 au 27 décembre prochain à Bamako. L'information a été donnée ce matin par les organisateurs. Le e-Festival est organisé par l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC. Moussa Fane nous en parle. Le e-Festival est l'un des plus grands événements consacrés aux technologies de l'information et de communication dans notre pays. Du 23 au 27 décembre prochain se tiendra à Bamako la 6e édition. Au programme, formation des jeunes scolaires et des anciens en informatique, exposition d'équipements, des produits et services TIC, présentation des innovations technologiques, entre autres. Les technologies de l'information et de la communication sont très utiles pour tout le monde. Nous savons que c'est un véritable levier pour le développement et nous profitons donc de la fin de l'année pour organiser cette grande fête, non seulement à l'intention des élèves, des étudiants, des scolaires, mais aussi des agents communaux et des associations. En plus des volets formation et exposition, le e-Festival sera marqué par l'organisation des jeux électroniques éducatifs. Déjà, le lancement a concerné la formation des agents de collectivités des 6 communes du district de Bamako. La formation est capitale dans l'utilisation des technologies. Non seulement les uns et les autres se rendent compte des capacités et des potentialités de l'outil, mais en même temps, ça leur donne la possibilité de pouvoir directement utiliser ces technologies pour leurs besoins quotidiens. Cette rencontre regroupe toutes les parties prenantes du domaine des technologies, de l'information et de la communication. L'objectif est de promouvoir et vulgariser l'accès aux TIC dans notre pays en vue de réduire la fracture numérique. Voilà le e-Festival du 23 au 27 décembre prochain à Bamako. Désormais, dans vos librairies, Les larmes du cœur. C'est le premier ouvrage de Madja Camara paru aux éditions Harmattan. Et c'est un recueil de poèmes abordant la religion, notamment musulmane, et la morale. Les larmes du cœur n'excluent pas aussi les défis du moment auxquels notre continent fait face. Les larmes du cœur à retrouver dans les librairies de Bamako. L'organisation patronale des industries va célébrer les 28 et 29 novembre prochains la journée de l'industrialisation de l'Afrique. En prélude à cette journée, l'OPI a organisé un point de presse pour parler de l'importance de l'événement. Al-Jumatina. Instituée en 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée de l'industrialisation de l'Afrique est ainsi célébrée chaque 20 novembre. Au Mali, la date a été reportée au 28 et 29 novembre. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse organisée par l'Organisation patronale des industries. La journée de l'industrie de l'Afrique, c'est une journée thématique et exposition
où vous allez pouvoir découvrir à peu près une cinquantaine d'unités industrielles qui vont exposer leurs produits. Le Made in Mali et également une thématique où un panel va débattre de tout l'intérêt de l'industrie pour sa contribution au développement et à l'émergence du Mali. Cette année, la journée sera marquée par une exposition des produits fabriqués par des industriels. L'objectif est de sensibiliser d'une part les grands pays industriels, les financiers, les économistes pour accompagner l'industrialisation. À l'issue de cette journée, nous avons beaucoup d'espoir de pouvoir obtenir des pouvoirs publics des réformes qui sont des propositions concrètes que nous avons portées dans notre livre blanc de l'industrie et que nous avons aussi pu faire sous forme d'études, avec 6 études que nous allons officiellement remettre à cette journée et qui doivent normalement amener des textes, des décrets, des décisions, des lois au Mali qui vont être propices à l'industrialisation. Depuis 2000, notre pays dispose d'un plan d'action de développement industriel. Tenue d'une réunion à la direction nationale de l'agriculture, c'était pour dresser le bilan de la campagne agricole pour cette année. La prévision est de 8,5 millions de tonnes de céréales, soit une augmentation de 10% comparativement à l'année dernière. Pour l'instant, les résultats sont porteurs d'espoir, une œuvre de tous les acteurs, nous dit Alpha Maïga. Ici, les champs fleurissent. C'est dire que la campagne agricole s'est bien déroulée. Et pour vérifier cela, les techniciens du monde rural sont autour de cette table. Ils sont réunis pour dresser le bilan au titre de l'année 2015-2016. Nous avons prévu 8 millions de tonnes de céréales, tout cela confondu, c'est-à-dire le riz, le blé, le fonio, le sorgho. S'agissant des intrants et les semences indispensables pour l'agriculture, les techniciens en ont largement débattu. Nous avons prévu à peu près 400 000 tonnes d'engrais et minéraux organiques. Le fonds national de TLMC, depuis 2 ans, il est fait par des engrais subventionnés. Depuis 2 ans, je crois que la société Togona a mis au point la formule granulée et on a fait des démonstrations au niveau des paysans en 2014 qui sont bien déroulées et les producteurs ont bien aimé cet engrais-là qui contient beaucoup de phosphate. Il faut saluer l'effort fourni par le programme WAP qui a donné à travers la DENA aux producteurs maliens à peu près 1800 tonnes de semences. Les résultats satisfaisants attendus sont l'œuvre de tous ces acteurs. Au-delà de cet exercice, il a été question d'une campagne agricole harmonisée et consolidée. C'est une campagne agricole qui prend en compte 3 volets principaux. Le volet pollution végétale, le volet pollution animale et le volet pollution piscicole et aquacole, consolidé parce qu'il est préparé à la base de la base au sommet et il est prévu en dernier ressort par le Conseil supérieur de l'agriculture qui est présidé par le président de la République du Mali. Suite aux événements du vendredi dernier, les participants à la réunion ont exprimé toute leur compassion aux familles endeuillées. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des 5 membres des organisations professionnelles de l'agriculture, OPA, élus et ceux des communes, soit 3 par commune, que l'élection des membres de la Chambre régionale d'agriculture pour le district de Bamako est fixée au samedi 28 novembre 2015 dans les locaux du gouvernorat du district de Bamako de 8h à 18h. Tous les membres du collège électoral y sont vivement attendus. Le gouverneur du district sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Le collectif des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement, appelé l'ONG Koufesfa Yiriwaton, vient de remettre des plateformes multifonctionnelles à 5 associations de femmes des communes de Bankoumana, Sibi et Tchélé dans le cercle de Kati. Sorana Kamisoko, reportage. Plus de 10 millions de francs CFA, c'est la valeur des plateformes multifonctionnelles remises à 5 associations de femmes. Ces groupements de femmes viennent des communes de Bankoumana, Sibi et Tchélé dans le cercle de Kati. La présente donation de l'ONG Koufesfa Yiriwaton s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son programme de santé maternelle et infantile à Kati, Prosmika. Promouvoir l'autonomisation économique des femmes, c'est avant tout promouvoir la participation pleine et entière des femmes au devenir de leur communauté et ainsi favoriser le développement durable. Ces plateformes multifonctionnelles au nombre de 5, entièrement financées par la Fondation luxembourgeoise Raoul Folero.
sont destinés aux associations de femmes partenaires des villages de Kirimale, Digamba, Kalaya, Selenkeni et Genakoro. La présidente Konaté Aminata Diarra a également demandé aux bénéficiaires d'en faire un bon usage. Nous, les femmes, sommes très heureux de recevoir ces plateformes multifonctionnelles. Elles vont alléger nos travaux domestiques et créer des ressources, ce qui nous permettra de satisfaire certains besoins de la famille et de participer aux activités de développement de la commune. Nous, représentants des communes, nous allons veiller à un bon usage auprès de nos femmes bénéficiaires. Et je suis convaincu qu'avec la formation qui va l'accompagner, c'est sûr que ces matériels vont répondre efficacement aux attentes. Créé il y a une vingtaine d'années, le collectif des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement Kofeswa Iruaton a pour mission essentielle de contribuer à l'amélioration des conditions sociales et économiques des communautés. Une conférence internationale sur l'islam et la paix a été organisée par l'Association malienne pour la paix et le salut. Cette conférence était prévue du 21 au 23 novembre 2015, a été malheureusement reportée suite aux événements qui ont endeuillé notre pays. Face à cette situation, les participants venus d'Afrique ont tenu à adresser un manifeste, une déclaration lue par Farouk Tantawi, représentant spécial du cheikh de l'université Al-Azhar. Il est au micro de Inaba. Nous avons été surpris par l'attaque de groupes fanatiques qui font du tort à l'islam et à toute l'humanité de ce vendredi 20 novembre 2015. Celle-ci, qui a causé la perte de nombreuses victimes innocentes, nous a choqués et attristés. En conséquence, nous participons à la conférence, condamnons ce crime odieux et apportons notre soutien au gouvernement et au peuple malien. Nous prions le Tout-Puissant de rendre au peuple malien et au monde entier la paix et la sécurité. Nous réaffirmons que l'islam est une religion de paix et que le monde entier sache que nous, les musulmans, l'université de l'Azhar et les participants à la conférence ainsi que les organisations qu'elle représente condamnent toute forme d'extrémisme. Nous participons à la conférence, adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Sur ce, prend fin ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Grand merci à nos téléspectateurs de Ber, de Mandiako et de Bourem Inali. C'est dans la région de Tombouctou et c'est au Mali. Bonsoir à tous.